mesdames et messieurs, bonjour. Mélanie Bénard-Croza, je suis la rédactrice en chef de SD Magazine et Impact for the Future et je suis très heureuse évidemment de vous retrouver pour cette belle édition de Ready for IT ici à Monaco. Alors on va parler pendant 45 minutes avec nos invités de souveraineté numérique. Alors évidemment c'est un sujet à la fois soit que vous maîtrisez, soit que vous suivez dans l'actualité, très nourri sur cette thématique qui concerne évidemment les collectivités, les entreprises et les États. Et on va voir à travers les expériences, les témoignages de nos experts et de nos invités, comment ces choix ont un impact et quels sont les impacts de ces choix vis-à-vis de l'organisation territoriale, des écosystèmes numériques. On va voir ce qui est fait, notamment ici à Monaco, puisque nous avons Jean-Charles Harlet qui va évidemment nous en parler, du data center de Monaco, qui est backupé en bon français au Luxembourg, cette e-ambassade aussi, on a envie d'en savoir un peu plus, et puis évidemment ce premier cloud souverain en Europe. Donc, on va découvrir tout cela, voir aussi les pendants avec la France, comment les entreprises et les différentes DSI gèrent-elles ces enjeux de souveraineté, les conséquences pour les entreprises. Et puis, évidemment, avec Garance Mathias, on va revenir sur l'enjeu du droit et comment il peut aussi être un atout et fournir, apporter une gouvernance forte au territoire. On va y revenir donc avec nos invités que je vous ai présentés et je rappelle donc les fonctions. Jean-Charles Harlet, DSI du gouvernement, donc la principauté de Monaco. Merci beaucoup Jean-Charles d'être avec nous et puis quelque part de nous accueillir ici en principauté. À vos côtés, Garance Mathias, avocate au barreau de Paris et donc fondatrice du cabinet Mathias Avocat. Merci beaucoup Garance d'être là également avec nous. Et puis Frédéric Charles, directeur stratégie digitale innovation de Suez Smart Solutions. Tous les trois, je vous propose qu'on débute cette séquence et peut-être avec vous, Jean-Charles, faire un point sur comment est-ce que vous percevez, comment est-ce que vous gérez cette dimension de souveraineté numérique ici à Monaco, puisqu'on voit dans l'actualité, je le disais, dans les débats aussi, parfois passionnés sur cette dimension, que nous n'avons pas tous, dans les différents États, la même approche de ce sujet. Non. Bon, déjà, ça me fait très plaisir de participer à une table ronde ici à Monaco, puisque je suis régional de l'étape. Je travaille pas bien loin d'ici. Et j'espère que tout le monde apprécie le déplacement à Monaco, même si là, on est en période de pré-Grand Prix et que c'est un petit peu encombré. Donc, pour revenir sur cette question sur la souveraineté, donc c'est vrai que Monaco, en tant qu'État indépendant, l'a essentiellement abordé, parce qu'on peut aborder la souveraineté sur plein d'axes, a été abordé en fait sur la souveraineté autour de ces données et de ce qui fait en fait la territorialité des données, c'est souvent l'endroit où elles se trouvent physiquement. Donc en 2018-2019, il y a eu donc une accélération sur le programme numérique en principauté, donc sous l'impulsion de Frédéric Ginta, avec un programme qui s'appelle Extended Monaco, qui a de nombreuses déclinaisons, notamment offrir beaucoup de téléservices à nos résidents et citoyens, et beaucoup, en fait, une très forte accélération sur le numérique. Et il y a un certain nombre d'enjeux autour des infrastructures. En 2019, il y a eu le déploiement de tout le territoire en 5G, qui était aussi une première mondiale, en fait. C'est vrai que le territoire n'a fait que 2 km², mais bon, il fallait quand même faire les investissements sur le sujet. Donc, concernant le cloud, il y a eu la volonté de lancer donc un cloud souverain. Le sujet a débuté très tôt, dès la genèse du programme Extended Monaco en 2019. Il y a eu un peu le tour de piste avec les hyperscalers qu'on connaît, une certaine volonté pour essayer de les attirer sur notre territoire pour installer des choses. Alors bon, je ne citerai pas les noms, mais c'est vrai qu'avec ces géants américains, si vous leur dites venez mettre un data center sur un territoire de 2 km², commencez par vous dire qu'il faut déjà 4 km² pour faire le data center, le truc comme ça, les camions 38 tonnes, etc. C'est impossible pour nous, et il faut générer un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros, donc on n'est pas du tout à l'échelle. Donc une fois que le constat a été fait,
et que les cartes ont été un peu rebattues, la volonté donc a été de créer une société avec donc l'appui de l'État. Donc c'est une société qui a un capital majoritaire au niveau de l'État, qui a donc 70% de Monaco Cloud, de s'associer avec un partenaire industriel qui s'appelle Monaco Digital, qui est une des très grosses ESN locales, et de faire rentrer quelques acteurs privés locaux. Donc en fait, une société qui est à capitaux de Monaco. Donc c'est important déjà pour asseoir un peu en local et en termes de souveraineté pour la société. Et ensuite donc de déployer des infrastructures en principauté, donc d'installer les machines, etc. Il y a eu un choix qui a été fait pour monter une architecture autour de serveurs Dell, VMware, etc. Et finalement, on est dans un modèle, il y a quelques années, on a pu connaître le truc de s'affranchir de gérer nos propres data centers, de les pousser, d'aller mettre nos serveurs physiques dans des data centers opérés par d'autres. Finalement, là, on est sur un modèle où ce qu'on gère, c'est ce qu'on gère tous en termes de responsables IT, c'est finalement des VM. On va plus s'occuper de la couche physique et on va faire du VM housing chez l'opérateur cloud. À date, c'est une réalité. Cette société compte donc Monaco Cloud, une trentaine de personnes. Il y a un très gros focus autour de, on peut appeler ça un peu le client zéro, qui est l'État, puisqu'en fait, grâce à la force de la commande publique, ça permet d'amorcer la pompe. Il y a tout un écosystème d'intégrateurs qui est là aussi pour développer en fait le business, apporter les solutions aux clients finaux pour les inciter à aller vers le cloud souverain. Alors pour nous qui sommes l'État, on est soumis comme en France à une politique de sécurité des systèmes d'information de l'État qui est assez lourde, un peu contraignante. Donc on a eu des processus d'homologation, ça a retardé un petit peu un certain nombre de choses, mais ce qu'on souhaite faire dans le cloud souverain a été homologué en avril, début avril. Donc là, on est un mois et demi plus tard et on a déjà déployé, alors tout ça est relatif et à notre échelle, on a déjà déployé quasi 150 VM dans ce cloud souverain. Et pour faire la comparaison, aujourd'hui, on exploite à peu près 2300 VM dans notre data center. Donc en fait, on est sur une très forte accélération pour flécher tous nos nouveaux développements applicatifs et nos nouvelles infrastructures vers le cloud souverain et ensuite s'occuper de migrer une grosse partie des 2300 VM qu'on a encore dans nos data centers historiques pour les migrer vers le cloud souverain. Merci beaucoup Jean-Charles. Alors, on reviendra évidemment sur ces sujets, notamment d'extraterritorialité et évidemment avec Garance aussi peut-être en rebond et notamment eu égard à ce qu'on peut voir dans l'actualité ou ce que l'on peut voir peut-être dans les débats, nous, en France, avec ces géants de la tech et évidemment on pense aux États-Unis mais aussi avec la Chine et notamment le déploiement de la 5G dont vous parliez, sont des choix qui ont été faits à Monaco sur la base de cette entreprise à capitaux monégasques pour sécuriser, protéger les données. Garance, est-ce que vous voulez peut-être évoquer ce que vous percevez aussi en France eu égard à ce sujet, des éléments autour de l'extraterritorialité qui pose un vrai sujet clairement aujourd'hui, et puis finalement par extension, comment le droit, qui est souvent vu comme contraignant, peut, à contrario, être une vraie force sur les sujets qui nous occupent aujourd'hui. Merci, et déjà avec plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc les enjeux de souveraineté numérique sont capitales pour que ce soit une administration, que ce soit une collectivité, que ce soit une entreprise, comme on vient de l'entendre. Peut-être un premier axe pour rebondir sur ce qui vient d'être dit à l'instant, c'est d'avoir fait un choix stratégique, parce que c'est une volonté, on a bien compris les réflexions stratégiques, d'avoir une société à capitaux monégasques, pour le coup. Donc, effectivement, parfois, une déprise ou des emprises d'un droit extraterritorial va être au travers du droit des sociétés. Donc là, effectivement, le fait d'avoir une réflexion en amont sur comment constituer l'entreprise, avec qui a des participations
majoritaire est un premier axe de réflexion pour garantir ce qu'on appelle une souveraineté numérique. Après, les enjeux effectivement juridiques sont nombreux, d'autant plus qu'on a actuellement une inflation de textes. Je suis avocat et je n'hésite pas à dire que, avec tous les acronymes qui viennent de la Commission européenne, apparaît très très forte en Scrabble ou en je ne sais pas quel jeu, c'est très difficile de s'y retrouver. Donc, ce qu'il faut aussi avoir en tête, pour faire simple, c'est que tous ces textes vont dans le même sens. C'est-à-dire un sens de protéger, d'avoir une zone en Europe, avec, au sens Europe marché intérieur, pour faciliter, je dis bien faciliter, on va voir après un peu plus avant comment, les acteurs économiques européens. Je dis bien européens, donc on va revenir peut-être sur la notion de capitaux ou autres, mais européens. Que ce soit en termes de sécurité, que ce soit en termes de plateforme, avec des exigences d'audit très contraignantes, on en a entendu parler sur les GAFAM. Et derrière ces textes, et comme dans tout texte législatif, il y a une volonté politique. Donc il y a un positionnement politique qui va s'inscrire effectivement dans les textes qui sont adoptés ou en cours d'adoption pour avoir, et les mots ne sont pas les miens mais du commissaire Thierry Breton, un bouclier, un cyberbouclier numérique par rapport au marché intérieur. Donc il y a cette posture politique qui est nouvelle. Je ne sais pas si on s'était retrouvé il y a un an dans cet événement, on aurait pu avoir le même discours. Il y a vraiment un tournant, une prise de conscience de notre politique, alors je parle effectivement au niveau de l'Union européenne, pour mettre en place cette série de textes qui vont effectivement dans le sens de la régulation du droit de la concurrence, dans la régulation de la sécurité des systèmes d'information avec effectivement des homologations, dans la régulation des produits de l'IoT, donc au fil des objets connectés avec des labellisations, des certifications, et avec une volonté, et là pareil, c'est un enjeu innovant de notre droit, c'est une volonté d'extraterritorialité, c'est-à-dire de s'imposer à l'ensemble des acteurs, que ce soit des acteurs qui soient établis en Europe ou non. Donc on est effectivement sur ce changement de paradigme qui est assez innovant pour la communauté juridique. Gestion du risque, certes, mais une stratégie axée sur la souveraineté, en tout cas au sens du marché intérieur. Vous évoquiez à l'instant à la fois cette volonté politique qui s'affirme et qui va dans le même sens, donc ça c'est plutôt positif. C'est une évolution en tous les cas en faveur aussi du développement et des opportunités que représente le numérique et dont on souhaite pouvoir se saisir notamment en Europe avec une protection des citoyens mais une protection des entreprises et des données qui sont un actif stratégique aujourd'hui clair. En même temps, vous évoquez ce millefeuille, du terme employé, des différentes réglementations, directives, alors avec celles qui sont transposables, etc., celles qui s'appliquent de facto. Sans rentrer trop dans ces détails-là, on voit bien la complexité, c'est ce que vous évoquez. En même temps, est-ce que ça peut être utile, servir notamment les collectivités et les entreprises? En quoi le droit peut aussi être un facteur d'accélérateur et peut-être même de montée en maturité en matière de cyber notamment? Effectivement, ce millefeuille est une vraie réalité, je l'avoue. Il y a une telle inflation de textes, mais ces textes vont tous dans le même sens. Je me permets effectivement de le redire. À part des textes, sont des règlements. Donc les règlements, c'est l'équivalent de la loi. Donc ça va s'appliquer effectivement directement sans transposition. Il y a certains textes, vous en avez peut-être tous entendu parler, je pense plus spécifiquement à la directive Nice 2, voilà, qui va être transposée. Et donc là, dans quelques mois, il va y avoir des débats au Parlement. Mais vu comme le choix législatif dans la majeure partie des textes a été des règlements, on va dire ça va être la règle commune à l'ensemble des États membres. Donc c'est déjà, on va dire, exception près, un point important. Ces points qui vont être importants, ça va être des règles de concurrence. Ça va être des règles aussi par rapport, je disais, à la sécurité. À part Nice 2, tous les autres textes sont des textes qui sont réglementaires. Donc des exigences de sécurité sur les produits, sur les technologies, sur les infrastructures vont s'appliquer à l'ensemble des collectivités, des entreprises, quelle que soit leur taille. Puisque un point très important de cette volonté de globale effectivement de légiférer, c'est aussi d'avoir des textes qui s'appliquent à l'ensemble de la chaîne de valeur.
d'une collectivité, d'un État, d'une administration, un grand groupe, à une ETI. Donc l'ensemble de la chaîne de valeur est effectivement concerné. Et ça, pareil, c'est vraiment un point majeur. Autre point majeur, c'est une volonté de responsabilisation. De responsabilisation, vous allez me dire, c'est des sanctions, donc effectivement, là, on revoit plus le côté contrainte. Oui, effectivement, il y a des sanctions. Ces sanctions vont aussi être à double niveau. Au niveau des sanctions, des amendes pécuniaires qui vont être sur du chiffre d'affaires annuel ou, quand on est dans une collectivité, sur des sanctions plus administratives, mais surtout une responsabilisation des dirigeants. Soit des dirigeants, une responsabilisation personnelle. Là, c'est dit dans tous les textes. Donc, pour revenir sur l'opportunité, c'est que ces textes, ils sont adoptés, ils sont peut-être effectivement nombreux. Je l'ai dit, ils vont tous dans le même sens, mais autre point commun, on va avoir des délais. C'est-à-dire, même s'il n'y a pas de transposition, certains textes vont rentrer en application. C'est la même logique que le règlement général sur la protection des données. Une adoption en 2016, une entrée en application en 2018. Toute cette même logique de gestion du risque va faire que les textes sont adoptés, mais vont rentrer en application dans 2 ans. On va dire la difficulté, c'est effectivement de les connaître, de se plonger dedans. Puisque ce sont des textes qui ne sont pas simples, y compris, je suis avocat spécialisé, mais ils ne sont pas simples, puisque ça rabat les règles de la concurrence, ça rabat sur les exigences d'audit, et en fait, c'est des lectures, on va dire, qui doivent être faites d'une manière conjointe, tant avec les RSSI, les DSI, que le juriste, ou que le DPO. Donc, effectivement, un travail en concertation pour intégrer ces textes en amont. Et donc l'anticipation. Merci beaucoup Garance. On reviendra sur peut-être le sujet du cloud tout à l'heure, mais Frédéric, j'aimerais qu'on échange avec vous, avoir un peu votre vision. On a entendu Jean-Charles qui nous expliquait, qui reprécisait le contexte et la stratégie portée par le gouvernement monégasque. Comment vous l'apercevez, vous, cette souveraineté numérique vue peut-être de la France ou d'autres États, ne serait-ce européens, avec lesquels vous êtes en interaction ? Alors, avant de regarder comme un DSI qui est engagé avec des collectivités territoriales voit depuis la France, je reviendrai bien, déjà sur le Monaco. C'est intéressant, c'est de voir qu'effectivement la souveraineté a un intérêt quand il y a un État souverain. Donc, et ça, on l'oublie. C'est-à-dire qu'en fait, on parle beaucoup de la souveraineté, mais en France, c'est pas toujours très clair d'ailleurs si c'est la France ou si c'est l'Europe. L'État souverain, donc je ne vais pas lancer le débat. Alors ça, ce sera une autre conférence, Frédéric. Pardon. Mais voilà, mais quand on opère à Casablanca, l'État souverain, voilà, c'est loin du Maroc, et c'est pas l'État français. Donc ça veut donc dire que les offres technologiques, contrairement à ce que nous ont beaucoup dit dans les premiers temps les hyperscalers, ne peuvent pas être mondiales. Par définition, elles sont forcément cloisonnées par région, elles sont cloisonnées par domaine de souveraineté. Bon. Et donc il y aura des régions qui auront la chance d'avoir l'équivalent entre l'État et l'offre, et peut-être que la France en fait partie, on va discuter, et ce qu'on a entendu dans le discours, c'est que ce n'était pas le cas de Monaco, puisqu'il fallait énormément de moyens d'investissement pour qu'ils veuillent bien faire de Monaco une région. D'ailleurs, il y a peut-être une autre question pour une autre conférence, il me semble qu'il y en a qui ont des brevets sur des data centers immergés. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont peut-être pas poussé le sujet. Bon, voilà. Revenons à la France. La France, c'est paradoxal parce que c'est une terre de data center pour des questions d'énergie nucléaire et carbone. Il y a énormément de compétences informatiques, énormément de sociétés informatiques. Donc on se dit, qu'est-ce qui manque pour faire ça, pour faire un cloud souverain au moins au niveau français. Alors il faut se rappeler que ça s'est lancé, ça a existé. Moi j'en sais quelque chose puisque j'ai été partie des premiers clients. Donc à l'époque, une SDO, une filiale de Suez, devait aussi ranger les données de ces collectivités et les services digitaux qui naissaient en 2012-2014, dans un endroit, on va dire, souverain. On ne parlait pas de ça
pas ce terme à l'époque. Et il y avait 2 offres possibles, Numergy, CloudWatt. Et en fait, j'étais un des premiers clients de Numergy. Je l'ai fait pendant 5 ans. Et en 2019, on m'a demandé de ranger toutes mes données dans un autre serveur parce que Numergy fermait. CloudWatt n'a pas dit qu'il fermait, mais ils ont fermé aussi. Voilà. Donc ça veut donc dire qu'en plus, la France a cette expérience d'avoir essayé de mettre une volonté politique pour créer ça et n'a pas réussi. Cette volonté politique, elle est toujours d'actualité. Alors, avec elle est tous les d'actualité. projets, Il y a 2 ans exactement, oui. Bruno Le Maire, mais il y a 2 ans, a annoncé une stratégie. Alors, ce qui est intéressant de cette stratégie, c'est que cette stratégie, on va l'appeler Cloud First, c'est-à-dire le cloud en premier, parce qu'en fait, le sujet, c'est pas le souverain. Le sujet, c'est le cloud. C'est-à-dire que tant qu'une bonne part du service public, qui soit en administration ou en collectivité, n'a pas basculé vers le cloud, en fait, il n'y aura pas de besoin pour un cloud souverain, en fait, puisqu'ils n'ont déjà pas de besoin pour un cloud. Donc, c'est un peu ça qui nous est arrivé, où on était en avance, mais pas grand monde est venu derrière. Voilà, et ça c'est en train de bouger. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit avec l'alignement des textes et autres. On voit que ça bouge dans le discours politique, dans le discours, on voit que ça bouge dans les différents textes. Quand on rentre entre le cloud, est-ce que c'est du PaaS, du IaaS, du SaaS, on voit quand même des choses dans le SaaS, qui est quand même le plus gros marché du cloud, et aujourd'hui, il y a des acteurs tirés par GameSpot, Outscale pour ne pas les citer, qui créent des offres collaboratives souveraines pour ne pas déployer une offre collaborative. Là, on ne parle pas d'hyperscaler, même si c'est les mêmes qui les fournissent. Une offre collaborative à base d'email, de réseau social et ainsi de suite. Donc ça bouge beaucoup. Donc moi, ma vision en tant que DSI, moi, je vois ça, je lis la presse. Alors quand on lit la presse, on voit aussi quand même que, alors là, si on en cite 2, c'est plutôt Google et Microsoft qui s'accusent mutuellement de pratiques anticoncurrentielles. Alors ça, c'est intéressant, parce que généralement, c'est dans un seul sens. Là, c'est chacun. Donc c'était hier dans les Échos et c'était en janvier avec Microsoft. Bon, donc on voit que c'est en train de bouger. Donc en gros, le point, il est clair. Il y a une première expérience, il y a un premier tour de chauffe, il y a toutes les technologies qu'il faut, il y a toutes les compétences qu'il faut. Il va falloir maintenant s'aligner sur des textes et savoir la souveraineté à quelle échelle. Mais ça va changer. Ça va vraiment bouger forcément dans les années qui arrivent. Et nous, en tant que DSI, auprès de collectivités territoriales, on commence à être soumis à des questions, parce qu'en fait, quand on fournit des services de production d'eau ou de distribution d'eau ou de collecte des déchets, on a de l'informatique, et cette informatique-là a des données qui sont produites et qui sont des données de collectivités territoriales qui leur appartiennent, et on commence à avoir ce type de questions qui apparaissent dans des appels d'offres où on nous demande si les moyens informatiques qu'on utilise sont souverains. On pourra y revenir dessus. Donc la situation très évolutive en ce moment en France, vue d'un DSI qui veut prendre des décisions, qui veut faire des choix pour engager son digital. Justement, vous l'évoquiez, c'est un sujet qui s'invite maintenant dans les questionnements des clients, si on peut les schématiser comme ça. Et donc, il y a une demande, il y a une appétence à cette thématique-là. Comment est-ce qu'elle s'apprécie, cette souveraineté, quand on vous pose cette question-là? Alors, qu'y a-t-il derrière ce type de questions et qu'est-ce que vous leur répondez? Alors, dans ce type de questions, parce que moi j'ai été confronté à ce type de questions, en fait, il faut sortir du cliché qui d'ailleurs est relayé, qui est le binaire. En informatique, tout est binaire, mais c'est pas binaire. Donc on n'est pas soit souverain, soit pas souverain. Bon, donc en fait, il faut arriver à trouver un degré de souveraineté, on va dire, et certains vont être meilleurs parce que les capitaux de la société Cloud Monaco sont totalement contrôlés. Parce que quand on vous pose la question si c'est souverain, est-ce que ça veut dire français dans le respect? Non, souverain, ça veut dire souverain par rapport aux clients, en fait. C'est vraiment ça. Voilà, donc il y a des critères à apprécier. La localisation des données, c'en est clairement un, mais il ne faut pas oublier, bien sûr, la sécurité, parce que on va être super souverain, mais si c'est ouvert, bon, voilà. Donc la sécurité des données, on va avoir la résilience, et on va avoir clairement, on va dire l'actionnariat où c'est géré. Là-dessus, il faut quand même prendre conscience que
Les hyperscalers, si les DSI sont attirés et vont vers ce type d'offres, ont quand même d'un point de vue technologique, ont quand même quelques atouts. Donc, quand on va comparer ces différents critères, on va s'apercevoir que d'un point de vue technologique, même sur de la sécurité des données, par exemple, aujourd'hui, il y a des hyperscalers qui peuvent proposer du cryptage directement sur leur propre machine avec des clés qu'on possède nous. Voilà. Donc ça, voilà. Et ça, on ne saurait pas le faire nécessairement. Donc là, ce que vous évoquez, c'est cet équilibre voilà. qu'il faut trouver entre, d'un côté, la technicité et de l'autre côté, l'enjeu de souveraineté. Voilà. C'est là où vous... C'est ça. Et donc, quelque part, la vraie question, à mon avis, la vraie question pour un DSI en termes de stratégie aujourd'hui, c'est justement de fixer, de se poser un peu ces questions-là, de sortir du débat en disant « Ok, je choisis un opérateur de cloud unique ». En fait, je pense que quand on a décider de choisir un opérateur de cloud unique pour l'ensemble de son entreprise d'une certaine taille, je pense qu'on n'a justement pas choisi en fait, parce qu'il faut segmenter les applications qui ont besoin d'avoir une souveraineté, voilà, les applications qui ont besoin d'avoir une technicité. Si on ne parle pas de ChatGPT dans cette conférence, on va pas être. Donc on va parler de ChatGPT. On a besoin d'entraîner des modèles, on a besoin de GPU et ainsi de suite. Aujourd'hui, elles ne sont pas fournies par toutes les offres. Il y a uniquement certains fournisseurs qui peuvent me fournir une puissance de calcul me permettant d'entraîner mon modèle en, on va dire, une demi-journée et pas une demi-année. Donc voilà, ça va être voilà. Donc la technicité, elle est là, mais toutes mes applications n'ont pas besoin de cette technicité-là. Donc l'incertitude ramène la stratégie en matière d'hébergement pour les DSI. Garant, sur le sujet du cloud au niveau européen, qui s'inscrit un peu dans la continuité de ce que disait Frédéric, comment est-ce que vous percevez aujourd'hui les évolutions en ce sens ? En fait, peut-être qu'il y a un mot qu'on a commencé à aborder, qu'on n'a pas prononcé. On a prononcé le mot stratégie au début de l'intervention. Et avec le cloud, je pense que c'est important de prononcer le mot maîtrise. Maîtrise de nos données, maîtrise effectivement vers où elles sont stockées, comment j'y accède, et surtout un autre enjeu du cloud, d'une manière générale, c'est comment je récupère mes données, c'est-à-dire la réversibilité. Et ça, c'est un enjeu, on va dire, dont on parle d'une manière assez tardive, souvent, parce que soit quand il y a des difficultés, par exemple, ou sinon une envie, on va dire, de changer d'opérateur. Mais cet aspect de souveraineté, pour moi, il y a un enjeu stratégique, on l'a dit au début, mais il y a un enjeu surtout de maîtrise de la donnée, de nos données. Je ne parle pas spécialement des données à caractère personnel, mais de l'ensemble des actifs, effectivement, d'une société, d'une collectivité ou d'une entreprise qui doit savoir et qui a besoin, par rapport aussi aux citoyens, par rapport à ses clients et ses consommateurs, de savoir quels sont les traitements qui sont faits sur ces actifs, sur ces données. Que ce soit au niveau des actionnaires, que ce soit au niveau des partenaires, que ce soit au niveau à l'ensemble des acteurs. Le panorama que je dressais brièvement des textes européens aide effectivement à la sécurisation. Un enjeu est mis très très fort sur la sécurisation effectivement des actifs, sécurisation de la donnée, sécurisation des infrastructures. L'ENISA a une très forte montée en puissance. Vous avez tous vu qu'il allait avoir des obligations de notification, des remontées d'incidents pour avoir effectivement des alertes au niveau européen. Ce sont des choses, on peut peut-être regretter que ça n'a pas pu être fait avant, mais c'est en train d'être fait. Donc soyons positifs et voyons les choses. Après, sur la constitution d'entreprises, on va dire européennes ou autres, ça c'est un enjeu, on va dire, plus business, opérationnel, qui là va dire échapper au droit. Après, on va voir quels vont être les liens capitalistiques qui va rentrer. On va être sur du droit, on va dire, classique, du droit des sociétés plus classique. Mais le cadre juridique, c'est vraiment laisser la maîtrise ou redonner la maîtrise, plutôt, grâce à ces textes, à l'ensemble des acteurs. Je dis bien l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire, encore une fois, les ETI, que les collectivités ou autres. Mon propos n'est vraiment pas axé sur les mastodontes. Les mastodontes vont devoir effectivement, eux aussi, avoir des obligations qui vont être différenciées par rapport à leur taille, que ce soit dans la fourniture des services, que ce soit effectivement dans les règles de concurrence. Donc, une réglementation qui aussi prend en compte
la chaîne de valeur et la taille des acteurs. Ça, c'est pareil, c'est des réflexions, on va dire, juridiques, beaucoup plus pragmatiques, voilà, moins déconnectées, on va dire, des enjeux business et des enjeux sécurité. Cette question, effectivement, Jean-Charles, de la maîtrise des données, finalement, c'est ce que vous avez évoqué dès le début, hein, quand vous nous avez présenté un petit peu ce qui était fait dans la stratégie monégasque de cette sécurisation et cette maîtrise des données qui reste sur le sol monégasque. Est-ce qu'on peut revenir sur cette e-ambassade ? De quoi s'agit-il, au-delà du buzzword, évidemment? Qu'est-ce qui se cache derrière? Quelles sont vos ambitions et vos objectifs? Alors, la e-ambassade, tout à l'heure, on a abordé des choses qui pouvaient être une première européenne ou une première mondiale. Là, pour le coup, en fait, on n'a rien inventé. Ça va être une seconde fois, puisque la première qui a été faite à ce niveau-là, c'est l'Estonie avec le Luxembourg. Donc l'Estonie, je pense que tout le monde suit un peu l'actualité. L'Estonie a un ex-grand frère, enfin une histoire de famille un peu compliquée avec son voisin. Et comme ils ont accéléré la partie numérique dès 90-95, ils étaient très sensibilisés à ça. Et donc ils ont contractualisé avec le Luxembourg. Le Luxembourg qui est aussi un petit État, alors bien plus gros que Monaco, mais à la taille européenne, un petit État, très, très agile sur un certain nombre de sujets, et où en fait ils ont transposé l'équivalent là, du droit des ambassades avec la Convention de Varsovie sur le fait de créer une e-ambassade. Donc ça, c'est pour rappeler un petit peu le contexte de cette première e-ambassade. Et donc Monaco, nous on a découvert ça à l'occasion d'un échange avec le Luxembourg fin 2018. Alors pourquoi on est intéressé à ça? Parce que nous, on n'a pas un voisin aussi particulier que l'Estonie. Mais en fait, si on fait juste un tout petit peu de géographie, alors je ne poserai pas la question parce que j'ai vu quelques têtes monégasques qui auront forcément la réponse, mais si on fait un tout petit peu de géographie, donc Monaco, c'est 2 km². C'est le second plus petit État du monde. Le premier, c'est le Vatican, qui est à peine un État. 2 km², on a 4 km de côte, 1 km de large au maximum. Donc je vous laisse imaginer que si on veut être compliant avec certaines normes qui exigent que les data centers soient séparés de 150 km, de 800 km, on peut ruser en faisant plein de fois le tour du territoire avec la fibre, mais on ne sera pas vraiment compliant. Donc c'est surtout ça qui nous a amené à cette réflexion. On est sur une zone de faille sismique, donc il peut y avoir ces risques sismiques, il peut y avoir des risques avec des risques de tsunami. On est un peu comme le territoire du sud-est de la France, en bout de ligne électrique sur cette partie du territoire. Donc il y a un certain nombre de risques, et effectivement, comme on ne peut pas être compliant avec ces normes, c'est une vraie opportunité que de pouvoir monter une e-ambassade. Les discussions donc, ont débuté dès la fin de 2018. Il y a eu un accord de principe signé avec le Luxembourg. Après, ce sont des négociations d'État à État, donc c'est un peu long, il faut que ce soit ratifié, etc. etc. Donc, on a initié le process, on arrive enfin à la fin du processus. Ça a été ratifié à la fois par le Parlement luxembourgeois et par le Conseil national à Monaco. Donc, tous les feux sont au vert, il n'y a plus d'étapes de négociation ou d'accord d'État à État. Et on devrait avoir donc cette e-ambassade qui sera opérationnelle en fin de cette année ou tout début de l'année prochaine. Donc cette e-ambassade, concrètement, ce sera donc un petit morceau de territoire monégasque dans un data center tier 4 au Luxembourg. Alors j'ai un petit morceau parce que c'est toujours pareil à notre taille, c'est une salle de 120 mètres carrés, mais ce sera déjà suffisant pour pouvoir y mettre un certain nombre d'installations d'infrastructures, de baies informatiques, qui couvriront à la fois les besoins du gouvernement et de l'État au sens large pour ce qui est des infrastructures qui ne sont pas encore dans le cloud souverain. Oui. Qui pourront répondre aux besoins d'un certain nombre d'autres organismes d'importance vitale du territoire, qui pourront prendre aussi concrètement c'est des baies, prendre des baies dans ce data center. Et après c'est
très belle offre complémentaire pour l'opérateur cloud, parce que pour quelqu'un qui n'a pas d'infrastructure, ça sera aussi un service auprès de l'opérateur cloud de dire ok, on a les données chez l'opérateur cloud à Monaco, il y a ces 2 data centers déjà à Monaco, et il y aura cette réplique au Luxembourg pour parer à toute éventualité en cas de risque malvenu, mais ça pourrait se produire. Merci beaucoup Jean-Charles. Alors il nous reste quelques minutes, je vous propose qu'on échange un peu avec nos invités, prendre quelques questions de la salle. Alors avez-vous des questions à adresser à nos invités? Il nous reste quelques minutes avant la fin de cette séquence. Oui, monsieur, je vous écoute. Alors pardonnez-moi, on n'a pas de micro, donc je vous demanderai si vous voulez bien de vous lever pour qu'on puisse entendre votre question et je la reformulerai uniquement pour le replay si vous le voulez bien. Alors, je reformule simplement pour le replay. Donc, la première question sur l'appartenance des données, comment qualifier finalement une donnée souveraine, si je schématise un petit peu la question. Alors, je raccourcis, mais... Et puis, la seconde sur donc, les enjeux du cloud avec des acteurs extra ou nationaux ou européens dans les consortiums qui se forment, notamment GaiaX, mais il y en a bien d'autres. Donc pour votre première question, monsieur, effectivement, sur les données, à qui appartiennent les données. En fait, dans le cadre d'un projet, par exemple pour une collectivité ou pour une entreprise, je vais plus simple, je vais prendre un cas d'usage. Plus simple, je suis une citoyenne, je vais confier mes données, par exemple, liées à mes enfants à une cantine scolaire, à l'école ou à la mairie. Voilà, donc je confie, effectivement, c'est des données que moi je confie à la mairie qui en est dépositaire, qui va peut-être avoir une modalité, qui va les confier à un tiers, qui va s'appeler un sous-traitant, qui vont être hébergés, voilà, dans un mode SaaS, par exemple. Je vais avoir un compte, je vais y accéder, je vais modifier, je vais payer, enfin, je vais faire tout ça. Et après, si vous voulez, ça va être le jeu de ce qu'on appelle les contrats. Donc, la collectivité ou l'entreprise sera la même chose, va avoir conclu un contrat avec cet hébergeur. Dans le cadre de ce contrat, cet hébergeur, qu'il soit européen ou non, puisque ça va faire l'objet d'un cahier des charges, d'un appel d'offres, de questionnaires fournisseurs qu'on a évoqué un petit peu. Donc, voilà. Et dans la clause réversibilité, c'est-à-dire que le fournisseur, à la fin du contrat, donc le prestataire, qui est un sous-traitant, va devoir restituer les données, dans mon exemple cas d'usage, à la mairie. Voilà, pour peut-être que cette mairie continue à me faire bénéficier des services en passant par un autre prestataire. Mais effectivement, la personne, à la base, qui a donné, on va dire, les informations en vue de l'obtention d'un service, dans mon exemple de cantine scolaire, ça reste le citoyen. Et plus spécifiquement, dans l'exemple que j'ai pris, ça va être moi. Voilà, individu et citoyenne. Donc, il n'y a pas de... On ne parle pas effectivement de propriété, on parle au sens de protection des données, on parle de ce qu'on appelle un responsable de traitement qui va déterminer les finalités et les besoins d'un traitement de données à caractère personnel. L'exemple gestion de cantine scolaire, vous voyez, dans mon exemple, dans mon cas d'usage, et qui va faire appel à des tiers, que ce soit des hébergeurs, que ce soit des acteurs de la maintenance, que ce soit des intégrateurs informatiques, si on est effectivement dans de la dématérialisation.
j'espère avoir répondu à votre question. Le cas échéant, je peux effectivement compléter. Sur votre deuxième question, je l'attendais, je ne vous cache pas, effectivement, sur les fameux consortiums. Alors déjà, dans les consortiums, on revient sur des règles de contrat. Donc, quel a été le contrat de consortium qui a été conclu? Est-ce qu'il y a eu des exclusions ou non? Est-ce qu'on peut exclure aussi un acteur qui a des filiales en Europe? Je reviens effectivement sur le droit des sociétés sur des participations, sur des statuts, effectivement, parce qu'il y a certains opérateurs qui sont peut-être de nationalité non européenne, mais qui ont des filiales 100% européennes. Donc là, on va dire, c'est des enjeux qui ne sont pas que juridiques pour le coup, et c'est un des mots que j'ai prononcé dans le cadre de cette intervention, qui sont des enjeux, on va dire, politiques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu, on va dire, une réflexion sur qui peut rentrer dans le consortium et est-ce qu'il est possible, au sein du droit de la concurrence européen en l'état actuel, d'exclure aussi des acteurs qui ont des filiales ou autres au sein du territoire de l'Union européenne. Frédéric ? Oui, peut-être en complément sur le sujet des données, la propriété des données. En France, elle a démarré bien avant le souverain avec l'open data, en fait, puisqu'il y a la loi Le Maire de 2016 qui dit qu'une collectivité territoriale, au-delà de tant de milliers d'habitants, a une obligation de restituer un certain nombre de données anonymisées. Et pour faire ça, elle a besoin d'avoir des données de ses opérateurs. Donc en fait, ça a permis de rétablir dans les contrats des opérateurs de délégation de services publics le fait que quand on allait traiter, indépendamment des données personnelles, quand on allait traiter des données, par exemple, où est-ce qu'on enterrait les canalisations d'eau, par exemple, ces données-là appartenaient avec la canalisation d'eau à la collectivité, et à la fin du contrat, quand on lui restituait, on restituait bien sûr ces données. Voilà, donc ces questions-là, elles sont même bien avant le sujet de la souveraineté, elles sont assez bien calées. Il n'y a pas trop de débat. Il n'y a pas trop de débat aujourd'hui là-dessus. Le problème qu'on a, c'est juste derrière, une fois qu'on a dit, OK, c'est bon, celle-là, elles n'ont pas de collectivité, elles sont souveraines. Comment je les gère? C'est là que commence à se poser la question. Y a-t-il une autre question? Oui, monsieur, je vous écoute. C'est une question. Il y a une critique qui était d'abord le data center souverain, il se trouve sur le sol souverain. Il y a une deuxième critique qui était de dire que ça appartienne le bâtiment data center à quelqu'un qui est souverain, évidemment. Et la troisième qui était la sécurité. La sécurité, on tend vers quoi au niveau des normes? C'est quoi la norme qui va s'appliquer? Effectivement, ça ne sert à rien d'avoir tout souverain si après c'est une norme. Oui, La question que vous posez, c'est des normes au niveau international, on est d'accord? C'est ça la question, oui. la problématique. En France, c'est Alors, je reformule juste pour le replay quand même, parce qu'on m'a demandé de bien m'y tenir. Donc, du coup, sur l'enjeu de sécurité vers les normes, vers quoi va-t-on tendre avec, évidemment, le pilier de la souveraineté? Voilà, vous avez 4 heures. Alors, en France, on a la chance d'avoir l'ANSSI qui est très performante, y compris pour fixer des normes et tester aussi les matériels pour vérifier qu'ils respectent les normes. Et donc, il y a une norme SecNumCloud qui n'est peut-être pas encore dans les textes de loi, mais en tout cas qui est aujourd'hui un peu la tendance. Et elle est OK. D'accord, bon, mais très bien. Donc voilà, donc elle est déjà dans le texte de loi. Et donc, en tout cas, tous les fournisseurs travaillent déjà dans ce domaine-là s'ils veulent vraiment avoir un minimum. Alors, par contre, là, la remarque que je fais en tant que DSI là-dessus, c'est que là, on pousse le bouchon quand même très, très loin. Parce que entre protéger une application en termes de sécurité et avoir une sécurité au SecNumCloud, il y a quand même un paquet de trucs, ce qui, à la fin, va coûter forcément plus cher. Donc, à la fin, la question, c'est toujours la même question. C'est OK, c'est bien, mais si ça coûte plus cher, est-ce que je vais y souscrire? Mais aujourd'hui, a priori, SecNumCloud en France, c'est quand même le fil qu'il faut avoir devant soi, même s'il y a d'autres choses. Après, il y a des règles qui peuvent s'impliquer. On a parlé de Nice et autres, qui peuvent s'appliquer à certains opérateurs, qui peuvent avoir des règles de sécurité qui peuvent être tout à fait différentes en fonction qui sont d'importance vitale et autres. Mais peut-être un mot, Jean-Charles, sur ce qui concerne Monaco? Un petit complément, parce que c'est vrai que la question sur la sécurité, elle est pertinente, parce que si on a traité tout le reste, mais pas la sécurité, effectivement, il y a un gros trou dans la raquette.
Donc pour ce qui est de Monaco, et c'est ce qui a mis aussi un peu de délai dans le fait que le service soit délivré de façon opérationnelle, c'est la dimension de la sécurité. Donc à Monaco, il y a un facteur d'échelle avec la France. Très souvent, on a un facteur d'échelle de l'ordre de 1000 à peu près. Un coup, c'est 500, un coup, c'est 2000. Mais en règle générale, c'est un facteur d'échelle de 1000. En France, il y a l'ANSSI, avec ses 600, 800 ou 1000 ingénieurs. On a aussi l'équivalent à Monaco qui s'appelle l'Agence monégasque de sécurité numérique. Et ils font les mêmes missions que l'ANSSI. Donc, normalement, on ne dit pas le nom des OIV. Enfin, chaque État est OIV pour ce qu'il fait. Donc, on est OIV en tant qu'État. Donc, on est soumis aux mêmes règles. Il y a une politique de sécurité des systèmes d'information de l'État en France. Il y a à peu près la même, à Monaco. Donc, en fait, ça veut dire que quand on est soumis à ça, on est soumis à un processus d'homologation. L'opérateur cloud a aussi été soumis à un processus d'homologation pour ce qui est de la gestion de son infrastructure. Et nous, avant d'aller là-dedans, on a essayé de le voir de façon un peu intelligente, pragmatique, et de se dire si on va vers quelque chose qui va être plus sécurisé nativement, peut-être qu'on peut améliorer un certain nombre de choses dans notre process d'homologation. Donc en fait, on a créé ce qu'on appelle un gabarit cloud, c'est-à-dire un certain nombre de règles de base qui sont systématiquement appliquées pour tout ce qu'on met en œuvre. Et puis derrière, forcément, chaque application a ses particularités, aura des flux particuliers, des choses où le fait de s'appuyer sur un gabarit qui est déployé partout, ça permet après de se concentrer juste sur ce qui est en delta par rapport à ce gabarit. Et de toute façon, l'application que nous, on mettra en place dedans, elle sera aussi homologuée. Donc on reste dans un processus quand même qui est relativement sécurisé. Enfin, qui est très sécurisé, pardon. Y a-t-il une dernière question? Oui, monsieur, je vous écoute. Oui, bonjour, Amité Chilo, je suis adjoint DSI RSSI à la BNF. Donc moi, je me demande si la problématique, voire l'hésitation pour aller vers le cloud ne vient pas d'un déficit d'explication, parce que le cloud ne veut pas dire grand-chose, de temps ce qu'on y fait. Tout à l'heure, le monsieur a dit l'IAS du pass, etc. Donc, on ne sait pas trop ce qu'on fait et en fonction des besoins. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les données. C'est vrai que tout le monde parle de données. Mais même si aujourd'hui on dit il faut y aller, puis penser à la réversibilité, certes. Mais une donnée numérique n'est pas qu'une donnée papier où on le pose quelque part, on peut le récupérer, on le reposera ailleurs. Non, non et non. Surtout, si on parle de souveraineté, on veut garder ces données-là pendant un certain temps. Les données évoluent parce que, en fonction de ce que vous aurez choisi à l'extérieur en termes d'externalisation, ce qu'on vous mettra à disposition, vous aurez toujours vos données. On peut toujours vous le rendre. Donc vous ne pouvez rien en faire parce que vous n'avez pas mis en place ce qu'il faut pour pouvoir le récupérer en faire quelque chose. Vous n'avez pas vu la partie pérennité de cette donnée-là. Donc là, c'est un problème fort que les gens ne voient pas parce qu'on emmagasine des données, ça évolue, mais les volumes que la majorité des gens ont, en tout cas sur le territoire français, je dirais, c'est peu par rapport à ceux qui ont démarré la numérisation il y a très longtemps comme nous. À un certain volume, il faut vraiment le suivre. Sauf qu'en corollaire, on pousse vers le cloud et beaucoup le voient comme quoi un gain financier, moi personnel, parce qu'une fois que je l'ai confié à quelqu'un, il s'occupe de tout. Sauf que le jour où il le rendra, personne ne s'en occupera. Et pour pouvoir s'en occuper qu'on le rendra, il faut que quelqu'un le suive aussi. Donc, on parle de tous ces sujets-là sans poser sur la table pour nous DSI tous les tenants aboutissants, les risques et autres. On regarde toujours juste le risque à sécurité donnée. Mais moi, je suis sûr qu'on trouvera la solution de dire on a sécurisé la donnée, mais ce n'est pas suffisant. C'est un peu comme si demain, quelqu'un vous rapportera voilà, j'ai bien gardé votre VHS, vous en ferez quoi aujourd'hui? Rien. Donc, votre question est sur? Mais c'est plutôt une observation, parce que dans les discours, on parle de cloud, de souveraineté, Oui. mais on ne va pas assez loin, on ne clarifie pas les choses pour que les DSI puissent maîtriser beaucoup plus les risques environnementaux de manière globale. Après, il y a des réglementations qui le font. Par exemple, MiFID II, donc soumis par l'ESMA, l'autorité des marchés financiers, donc a imposé aux acteurs des sociétés de gestion d'actifs de pouvoir garder les données pendant très longtemps, ce qu'on appelait la sauvegarde alimentaire, si on veut aller vite, et pouvoir en fait les restituer telles quelles dans les systèmes. Et là, on ne parle pas de données, vous avez raison, on parle de système et des données qui vont avec. Donc là, sur la question, juste, je reformule pour le replay.
sur finalement la globalisation dans l'approche des risques et qui ne se cantonne pas uniquement aux données pour ce qui est du sujet du cloud. Je vais peut-être faire un petit point juridique. Effectivement, dans le cadre, j'évoquais tout à l'heure rapidement la clause réversibilité, qui est une clause très importante des contrats. Effectivement, cette clause réversibilité, c'est pas savoir comment je récupère mes données, mes mégaoctets de données. Après aussi, il n'y a pas les logs, enfin, l'ensemble des éléments. Effectivement, ça va donner lieu à une définition déjà dans le contrat et ça va donner lieu à quel format? Effectivement, à des tests. C'est pour ça qu'on a souvent une annexe qui est très technique, qui n'est pas écrite par des juristes et qui s'écrit, on va dire, au fur et à mesure d'un contrat, puisqu'un contrat peut prendre plusieurs années, donc va évoluer par rapport à un état de l'art qui évolue, effectivement, qui va être les formats et les tests. Et je suis la première à dire, en tant que praticienne du droit, testez votre réversibilité quand tout va bien. Voilà, c'est-à-dire tester justement pour éviter d'avoir des mégaoctets, pour éviter aussi d'avoir effectivement des ruptures de continuité d'activité en disant ça ne fonctionne plus, j'ai pas le bon format, parce que oui, le contrat, c'est un principe de neutralité technologique comme la norme. On évoquait tout à l'heure les textes de droit, il y avait une question. Les textes de droit ne vont pas préconiser une typologie de chiffrement ou autre. Vont préconiser le chiffrement, mais vont laisser à la main des opérationnels, des acteurs, des professionnels que vous êtes, de savoir quel type par rapport à vos propres cas d'usage. Donc voilà, moi, le point que je voulais faire là-dessus. Jean-Charles, vous vouliez apporter un complément ? Je pense qu'en fait, ce sujet-là, pour tous ceux qui ont un peu d'ancienneté dans le métier, moi j'ai commencé, même si j'ai l'air très jeune, j'ai commencé il y a 30 ans, sur des gros systèmes IBM. En fait, je pense que c'est le métier de l'IT en règle générale, parce que ce qui est vrai à un instant T est plus forcément vrai à T+1. Je sais pas, ça peut être le logiciel de compta, c'était la Rolls-Royce du moment. La société fait faillite, ils arrêtent de faire la maintenance, tac, tac, du jour au lendemain, il faut continuer. Il n'y a pas un format international, des données de compta, etc. Donc on va passer sur un autre. Il y a peut-être Et c'est en fait les sujets de migration qu'on vit depuis... je pense que l'IT est né, les supports sont différents, etc., etc. Aujourd'hui, je sais pas, il y a des JPEG, demain, ça sera autre chose. Et forcément, à un moment donné, si on veut pas perdre l'historique, il va falloir se pencher sur ces process de migration. Et c'est ce qu'on fait, je pense, quasiment tous les jours, puisqu'on est dans un espèce de renouvellement permanent, pas de tout, mais de certaines briques au fur et à mesure. Et c'est vrai que sur les données, c'est le nerf de la guerre. En règle générale, dans les process de migration, les données, si on ne les reprend pas, on a un client qui ne va pas être ultra satisfait en face et la carrière de DSI, à mon avis, est un peu compliquée. Frédéric, vous voulez rajouter un petit mot ? Une anecdote, moi, mes premières missions, en fait, j'ai décommissionné une application et dans le contrat, c'était écrit qu'il y avait une réversibilité. Et quand j'ai vu arriver des bandes de 8 mm sur mon bureau qui étaient là, j'ai dit mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse ? J'avais migré, alors ça a servi à caler les tables, mais voilà, donc il y a quand même une obsolescence naturelle de l'informatique qui fait que la réversibilité, des fois, on n'en a pas nécessairement besoin quand c'est un peu trop ancien. Bien, oui. 2 minutes, oui, je vous écoute. On a beaucoup parlé de souveraineté, donc souverain, etc. Et à aucun moment, en fait, on a parlé de cloud de confiance. C'est voulu, parce que j'imagine que c'est des concepts différents. Quelle est votre vision là-dessus ? Parce que je prends l'exemple de Google et Thales qu'on avait annoncé quand on parlait de cloud souverain, de cloud de confiance. Quelle est la vision justement de... Alors la vision sur cloud souverain, cloud de confiance, sachant qu'en France on était, c'est-à-dire que on a été quand même les grands brûlés du cloud souverain, donc on a basculé dans le cloud de confiance. On en est où alors, Frédéric ? On est bien sur le cloud souverain. La question c'est est-ce que la fumée va disparaître progressivement ? Je pense que le sujet c'est technicité versus souveraineté, c'est-à-dire que il y a des applications qui se satisferont tout à fait d'un environnement de cloud de confiance et ça permettra d'ailleurs d'avoir énormément de technicité mise à disposition par les partenaires. Et ça sera suffisant et ça ira très très bien. Et puis il y a d'autres environnements qui ont été cités qui ne pourront pas s'en satisfaire parce que le monde est ce qu'il est et qu'il faut pouvoir avoir une certaine certitude sur certaines choses.
Et donc, effectivement, pour peut-être terminer sur ce sujet de la souveraineté, je sais qu'une personne qui a beaucoup travaillé sur ce sujet l'a évoqué en termes de définition comme étant la maîtrise de ses choix pour ce qui est de la souveraineté. Et je salue évidemment le député Philippe Latombe, qui est avec nous, qui a suivi ces échanges et qui a beaucoup travaillé sur ces sujets, qui continue d'ailleurs beaucoup dans l'actualité. Et c'est finalement ce que vous avez évoqué, garder la maîtrise de ses choix, la maîtrise des données, des infrastructures, dans ce que vous évoquiez pour répondre aux attentes des citoyens, de ses clients ou des collectivités. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Merci d'avoir suivi notre débat. Merci.